Bonjour à tous, c'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Gérard Leclerc de Radio Classique. Bonjour. Bonjour. Bonjour Roselyne et bonne année. Les deux, et bonne année, et bonne année à tous nos téléspectateurs aussi. Donc, on va parler politique comme d'habitude. Autant la primaire de la droite est apparue plus palpitante que prévu, avec 2 morts au combat, Juppé et Sarkozy, et puis bien sûr la surprise Fillon. Alors la primaire de la gauche va-t-elle nous tenir en haleine? Pas sûr. Hier, Manuel Valls, qui d'ailleurs n'est plus vraiment Manuel Valls, a présenté son projet, tout comme Vincent Peillon. Et au jeu des différences, en avez-vous remarqué tous les deux ces différences? On a l'impression que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est un petit peu compliqué. Paradoxalement, alors que les 2 autres gros concurrents socialistes que sont Benoît Hamon et Arnaud Montebourg sont qualifiés de représentants de l'aile gauche et en réalité sont assez différents. Ce sont 2 conceptions du positionnement de l'aile gauche. On y reviendra peut-être après. Alors, on comprenne un peu, oui, parce que dans le fond... en ce qui concerne Vincent Peillon et Manuel Valls, moi j'ai du mal tout de même à justifier le discours de Peillon qui est qu'il propose autre chose que Manuel Valls. Parce que quand on regarde dans le détail, c'est quand même extrêmement proche. Ce sont 2 lignes quand même qui sont historiquement, on va dire, centrales au Parti socialiste. On peut dire que grosso modo, ce sont des jospiniens, même si c'est un petit peu réduire leur parcours historique. Mais donc, je ne vois absolument pas de quoi... Donc il y en a un de trop. Voilà, je ne vois pas ce qui justifie 2 candidatures sur la même part de marché électoral au PS. Alors, excepté qu'il y en a un qui a effectivement plus d'expérience que l'autre. L'un était Premier ministre, l'autre de manière assez courte, ministre de l'Éducation. Voilà, est-ce que vous avez le même sentiment, dans le fond, qu'il y en a un de trop dans le jeu ? C'est vrai qu'ils sont, c'est assez difficile de les différencier, même s'il y a quand même quelques idées. Par exemple, chez Vincent Peillon, il y a cette idée du bouclier fiscal pour les revenus modestes, pour éviter notamment que la taxe à habitation... Donc, alors, c'est vrai qu'entre Valls et Peillon, il y a comme ça des petites différences qui ne sont pas inintéressantes. Peillon veut également, par exemple, la proportionnelle intégrale. Il veut aller plus vite sur la réduction des déficits et obtenir en échange un grand plan de relance au niveau européen de 1000 milliards. Donc il y a quand même des idées intéressantes, je trouve, en tout cas plutôt nouvelles. Et puis surtout, je trouve qu'entre ces 2-là, qui sur le reste quand même, il n'y a pas, comme l'a dit tout à fait justement Renaud, ils sont tous les 2 des héritiers de Jospin et même de Hollande, il faut bien dire les choses. Et puis les autres, c'est-à-dire notamment Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, là il y a des vraies différences quand même. Là il y a des vraies différences. Montebourg et Hamon veulent s'asseoir clairement, en finir avec la règle de déficit à 3%. Mais là aussi, entre 2, c'est pas la même chose. Vous avez Benoît Hamon qui est plutôt qui penche vers une... Non, voilà, c'est vraiment un truc d'initié. Est-ce que vous pensez que les Français vont vraiment faire cette même différence? On entend des propositions différentes et il y a quand même, je pense, des logiques assez différentes entre... En gros, d'un côté, Valls et Peillon, qui sont des sociolibéraux assumés, et de l'autre côté, Hamon et Montebourg. Montebourg étant encore un peu différent, parce que c'est l'espèce de socialisme productiviste et souverainiste, mais enfin, qui sont plus du côté, qui penchent plus du côté, peut-être pas Mélenchon, enfin oui, quelque chose comme ça, quand même, vers la gauche de la gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a les candidats, il y a les propositions, il y a les programmes, mais il y a surtout le cadre du débat. Et on s'aperçoit que cette primaire qui avait été pensée par et pour François Hollande, c'est-à-dire une primaire express qui n'était qu'une confirmation de la candidature présidentielle, qui était destinée à fournir un minimum d'élan à François Hollande, qui en avait peu, il faut le rappeler, ces derniers mois, eh bien, avec le retrait de Hollande, précisément, ça devient une compétition absolument surréaliste, puisqu'on a 3 semaines, en réalité, de campagne. On a 3 débats, dont 3 en 1 semaine, et qu'en réalité, l'essentiel de cette différenciation, l'essentiel des points que pourraient marquer les uns et les autres, vont se faire pendant ces 3 débats télévisés en 1 semaine. Donc c'est quand même, si on regarde la structure du jeu, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'ils sont pris en étau par 2 candidats qui sont déjà là et qui iront jusqu'au bout. D'un côté, Mélenchon, qui est donc sur la gauche de la gauche, et de l'autre côté, Macron, qui est au centre-gauche. Donc à partir de ce moment-là, le jeu devient très compliqué. Alors, et puis là-dessus, pas de sondage, en tout cas pour certains journaux qui ne
publieront plus des sondages, en tout cas qui ne les commanderont pas. C'est vrai que pour les journalistes politiques, hein, les sondages et les petites phrases, dans le fond, c'est le pain quotidien pour aujourd'hui savoir ce que les uns et les autres... pour avoir une photographie, disons, de... Il y a une utilisation excessive des sondages qui fait que beaucoup de commentateurs passent leur temps à commenter les sondages. Mais à l'inverse, les sondages, c'est un outil qui est utile. Et passer comme ça d'un extrême à l'autre, dire on utilise trop les sondages, et puis finalement on arrête tous les sondages, tout en disant qu'ils vont continuer quand même à commenter les sondages des autres, c'est un peu bizarre, quoi. Oui, très juste, rien à rajouter. C'est un outil à consommer avec modération. Je pense que c'est compliqué de s'en passer totalement. Et en même temps, notamment au vu des déboires qu'ont connus les sondeurs ces derniers mois, hein, je pense au Brexit, à Trump et bien sûr à la primaire de droite, quand même, où personne n'avait vu venir Fillon un mois avant, y compris d'ailleurs les journalistes. Il faut aussi se mettre dans le lot. Je crois que voilà, il faut les utiliser, mais avec modération. Et d'ailleurs, si on revient à la primaire de gauche, vous remarquerez que les sondeurs sont extrêmement prudents par l'expérience échaudée et sont très réticents à faire des intentions de vote, d'abord et avant tout parce qu'on ne sait pas qui va voter. Encore moins qu'à la primaire de droite, on ne sait pas s'il y aura 1 million, 2 millions, 3 millions de votants. Brouillard, et que donc, partant de ce constat d'incertitude, on ne peut évidemment pas mesurer les scores respectifs des uns et des autres. Un mot sur François Hollande. Est-ce que on a vu il y a quelques jours qu'il regrettait, dans le fond, il y a eu un papier dans Le Point qui expliquait que François Hollande regrettait d'avoir pris si vite peut-être sa décision. Vous faites non de la tête, donc en fait, c'est une fausse information. Oui, c'est pas du tout juste. Ce qu'il constate en revanche, François Hollande, c'est que, vous savez, il avait voulu créer un électrochoc, je cite, en se retirant et créer une forme d'appel à la responsabilité chez ses camarades socialistes pour se rassembler et éviter de se relancer dans une guérilla fratricide. Et il constate qu'au contraire, la fragmentation a été décuplée, puisque Vincent Peillon s'est rajouté au jeu, puisque Manuel Valls s'est rajouté au jeu, et que, constatant cela, il voit que ça ne fonctionne pas et que cette primaire, nous en faisions le constat juste avant, cette primaire, elle est mal partie et constate que Manuel Valls, ça démarre mal, Vincent Peillon, n'en parlons pas. Et donc, il est un petit peu atterré par ce qui se passe et constate que son retrait, finalement, n'a servi à rien. Quant à regretter, lui, de ne pas s'être présenté, je crois que c'est tout à fait inexact. De toute façon, c'est un secret pour personne. Au départ, si les conditions avaient été réunies, François Hollande voulait se représenter. Donc j'imagine qu'il doit toujours avoir une petite amertume, etc., surtout la façon dont ça s'est fait, les pressions qu'il a subies, notamment de Manuel Valls, etc. Donc il doit avoir de l'amertume. Mais je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui, il se dit j'aurais dû finalement rester. Je n'y crois pas. Non, je ne pense pas. On va dire un mot de Fillon, qui était hier soir à TF1. On écoute ce petit extrait, on en reparle. Je suis gaulliste et de surcroît, je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. Voilà, il répondait aux critiques sur son programme sur la sécurité sociale, qualifié par Manuel Valls de purge. Manuel Valls n'est pas le seul à le critiquer. Et voilà sa réponse, une réponse qui est habile, je pense, qui est habile parce que il y avait un risque pour lui, c'était de donner le sentiment que finalement il revenait sur ce qu'il avait annoncé avant, qu'une fois encore la droite, enfin du moins ceux qui vont aller au gouvernement, commençaient déjà à renier leurs engagements précédents. Donc il n'est pas tombé là-dessus. Là-dedans, il maintient son idée de réforme de la sécurité sociale. Oui, mais sur le côté je suis chrétien, justement, il habille ça du côté je suis gaulliste et je suis chrétien. Oui, c'est habile, donc c'est vrai. Ne voyez pas en moi un horrible libéral et quelqu'un qui en veut aux pauvres. Cela dit, je pense que le problème reste entier, c'est-à-dire que sa réforme de la sécurité sociale, c'est quelque chose qui heurte beaucoup de Français, et à juste titre, parce qu'on l'oublie, mais la sécurité sociale, c'est quelque chose de très protecteur auquel les Français sont très attachés. David. Oui, il y a une forme quand même, c'est très juste ce que vient de dire Gérard, il y a une forme d'esquive, c'est habile, certes, mais ça ne fait que repousser le problème. Et le problème, quel est-il? C'est François Fillon, si on résume à gros traits, va-t-il pouvoir conserver ses propositions, son programme, lesquelles lui ont permis d'être élu dans une primaire de droite, mais vont forcément heurter, susciter beaucoup de réticence dans une présidentielle où on s'adresse à tous les Français. Alors, on a eu un premier élément avec la sécurité sociale. Vous savez, les proches de Fillon parlent non pas bien sûr, d'amendement ou je dirais, d'édulcoration, pardonnez-moi ce barbarisme, mais ils parlent d'enrichissement, c'est-à-dire qu'on va enrichir le programme
en prenant en compte les désidérateurs des uns et des autres. Mais il est évident qu'en l'état, François Fillon ne peut conserver ce qu'il avait promis à la primaire. Vous avez vu sur la sécurité sociale qu'il y a déjà un rétro-prédalage. Et on pense notamment à ses alliés de droite ou à ses alliés centristes qui sont très attentifs non seulement sur la Sécu, mais aussi sur les 500 000 fonctionnaires qu'il a prévu de supprimer, sur les déficits qu'il a promis de laisser filer, sur les réductions de budget dans les collectivités territoriales. Donc, ça va être observé à la loupe. Ça, c'est l'enjeu, évidemment, de François Fillon dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à tous les deux. Roselyne. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Et puis, je vous donne rendez-vous pour Politique demain à 17h10. À très vite. Merci.